s'intéresser aux entreprises qui sont plus ou moins durement touchées par cette crise, mais quelle évolution là aussi vous avez observé en tant que philosophe? Bon, alors il faut déjà le reconnaître, ce qu'on peut dire des entreprises, c'est qu'elles ont démontré dernièrement, de manière tout à fait exceptionnelle, la manière dont elles pouvaient se mobiliser pour le collectif, leur utilité sociale. Avec les industriels, vous savez, qui ont fabriqué des dizaines de milliers de respirateurs pour les hôpitaux, la Caisse d'épargne qui a donné des centaines de milliers de masques. Et donc oui, les entreprises ont montré qu'elles pouvaient concilier leur objectif de performance, de rentabilité, avec le bien commun. Quand on vit des moments historiques, eh bien, en matière de solidarité, elles savent faire. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elles ont démontré leur inventivité, leur capacité d'adaptation. Le télétravail s'est mis en place avec une rapidité, une efficacité qui force l'admiration. Même si on sait qu'à l'avenir, eh bien, il faudra envisager des solutions plus fines selon les besoins des uns et des autres. Alors c'est vrai qu'on a craint un moment que le sanitaire allait tout emporter sur son passage, qu'il allait peut-être devenir prioritaire par rapport aux enjeux de développement durable. Et avec le recul, on réalise qu'il n'en est rien. Les entreprises sont toujours mobilisées et elles continuent à intégrer dans leur stratégie les enjeux environnementaux. Il faut dire que cette crise nous a fait mieux prendre conscience de la nécessité d'une approche systémique, dans le sens où, quand la planète va mal, eh bien, c'est l'économie mondiale qui risque d'être à l'arrêt. Et donc, on va devoir changer en profondeur notre façon d'agir et de penser. La pandémie nous a aussi montré à quel point les crises étaient imprévisibles et qu'elles rendaient très vite obsolètes nos vieux modèles de prévision, de calcul. Et donc les entreprises vont devoir se poser des questions fondamentales et peut-être chercher à mieux intégrer l'imprévu, finalement, à l'avenir. Oui, mais on sait que l'être humain n'aime pas l'imprévu. C'est pas quelque chose qui l'affectionne. Comment justement faire face à ces imprévus? Comment s'y préparer? Oui, ça c'est vrai que l'être humain, et ça fait partie de sa nature, n'aime pas l'imprévu. Et c'est vrai que dernièrement, nous sommes passés d'une économie du risque à une économie de l'incertitude radicale. C'est très difficile de prendre des décisions aujourd'hui. Les critères sur la base desquels je prends des décisions aujourd'hui seront peut-être plus les bons demain. C'est très déstabilisant pour l'État, dont le métier est de gérer le risque, pas l'incertitude. C'est très déstabilisant pour les financiers, qui détestent les signes noirs, qui les empêchent d'anticiper, de prendre les bonnes décisions d'investissement. Mais l'incertitude, on va devoir faire avec. On va devoir apprendre à agir dans l'inconnu, ce qui, quand on y pense, c'est le propre de l'innovateur. L'innovateur est celui qui ne craint pas, justement, de se lancer dans une activité, même s'il ne sait pas de quoi est fait l'avenir, même s'il n'est pas assuré du succès de son entreprise. Il est un petit peu comme ce jardinier qui va semer des graines, multiplier les espèces et attendre voir. Et en ce sens, puisque vous évoquiez la Renaissance sur laquelle je travaille, il est un petit peu comme l'homme de la Renaissance. C'est-à-dire, il va explorer le possible plutôt qu'être dans une logique de silo. Et en ce sens, je pense que les grands maîtres du passé ont des leçons très intéressantes, très inspirantes à nous apporter aujourd'hui pour nous apprendre à agir dans l'inconnu, pour nous apprendre à agir dans l'incertitude. Alors, justement, Karine Safa, en quoi